soirée avec cette table ronde agriculture, alimentation, climat. Donc nous avons le plaisir d'avoir avec nous François Lespa de la DSEA 40, Joël que vous connaissez pour ceux qui étaient tout à l'heure, Joël Labbé, Alain Lefebvre de la MAP du Moon et Christophe Mesplède du MODEF. Donc cette soirée commence déjà par un constat. Donc je vais passer après le micro à nos participants et après vous aurez aussi le moment de questions-réponses par rapport à ce qui sera dit. Donc déjà on est totalement dans l'actualité puisque hier le Parlement à Strasbourg, donc mercredi 24, a voté la simplification de certaines règles de la PAC au détriment des agriculteurs, sans changer quelque part leurs revenus et au détriment de l'environnement et de la biodiversité. Nous pensons que si on veut aider les agriculteurs, il faut aussi maintenir l'environnement dont ils dépendent pour produire. Et nous avons aussi aujourd'hui M. Emmanuel Macron, notre cher président, qui nous a annoncé, lui de son côté, qu'il fallait produire plus, mais vert. Donc il y a un peu une dichotomie un peu entre ce qu'on nous dit et les constats qui sont faits. Alors on va être sur quelques constats que vous avez trouvés dans ce livret. 20% des fermes ont disparu en 10 ans. Dans 10 ans, 50% des agriculteurs et agricultrices seront à la retraite. Un tiers des fermes auront disparu en 2030 si rien n'est fait pour l'empêcher. Nous avons 76% des insectes qui ont disparu en 30 ans, donc particulièrement dans les zones agricoles. Le nombre d'oiseaux en milieu agricole donc, a chuté de 60% en 40 ans. Une ferme sur 10 est une société financiarisée. C'est de plus en plus allant vers l'agrandissement, les exploitations sont achetées par des businessmen. Et donc c'est vraiment un gros problème. Les lots acquis par les sociétés sont 27% plus grands et 5,2% plus onéreux que ceux acquis par des personnes physiques, des paysans, qui mettent les pieds dans la terre et qui savent ce qu'ils produisent. Donc en 2020, on a aussi 42,7% de taux d'entêtement, donc qui pèse énormément sur les exploitations. Ce taux d'endettement, cet agrandissement fait que de plus en plus d'agricultrices et d'agriculteurs s'endettent et malheureusement c'est quand même l'une des professions qui est le plus touchée par les suicides. Et la plupart du temps c'est des suicides aussi, donc il y a le travail mais il y a aussi cette dette, cette charge de ne pas voir qu'en fin de compte avec ce qu'on gagne, avec son travail, on ne pourra jamais rembourser ses dettes. Donc toutes ces questions-là, vous le savez, en gros, quand même, il faut arrêter de parler agriculture et seulement agriculture. Ça a été dit tout à l'heure, l'agriculture, c'est l'alimentation, c'est la souveraineté alimentaire, c'est l'eau qu'on boit, c'est la nourriture, donc c'est vraiment essentiel. Et c'est pour ça que ce sujet doit tous nous regrouper pour essayer de voir comment on envisage le présent et le futur. Alors je vais vous passer la parole déjà sur cette petite intro. Qui veut commencer à dire quelque chose? Peut-être Joël, en tant que... Tu peux peut-être introduire la table ronde, parce que tout à l'heure, tu as essayé de commencer à en parler. C'est pas moi. Ah, c'est pas toi, d'accord. Donc qui? Allez, bon. Alors, Christophe. C'est la proximité du micro qui fait que. Bonsoir à tous. Alors, donc je suis vice-président du MODEF, c'est un syndicat agricole qui représente les petites et moyennes exploitations familiales. Alors, je rebondis sur ce qui a été dit. Effectivement, au niveau européen, on a un détricotage au niveau des mesures environnementales. Vous avez vu que ça faisait quand même pas mal de bruit il y a quelque temps avec des manifestations d'agriculteurs, tout ça. Alors, la conséquence, c'est aujourd'hui l'Europe et la France qui réagissent par rapport à ces revendications qui étaient essentiellement basées sur trop de normes, une politique verte trop insistante sur la PAC. Alors, bon, moi j'ai toujours défendu une agriculture qui devait à la fois partir sur un triptyque, qui est le volet social, le volet économique et le volet environnemental. Si dans l'agriculture on n'a pas ces trois éléments, on ne fait pas de l'agriculture durable.
vous voyez, je bois de l'eau, j'espère qu'il n'y a pas de problème de désherbant dedans. Voilà. Donc les normes, effectivement, je crois qu'il en faut, parce que dire qu'on n'a pas besoin de normes, c'est une erreur, je le dis très sincèrement. Je pense qu'il ne faut pas en mettre trop, et il ne faut pas que ces normes se traduisent par des baisses de revenus auprès des agriculteurs. Voilà. Donc il y a des solutions, je pense qu'on en parlera après, mais c'est essentiel quand on regarde ce qui se passe au niveau du pays, notamment qu'il y a un tiers de l'eau potable qui est contaminée par des pesticides, des désherbants et autres. Nier ça, c'est une fausse solution. Voilà. On est obligé de prendre ces éléments en compte. On a réglé des problèmes de points de captage en France en les abandonnant. Si vous regardez ce qui s'est passé en l'espace de 20 ans, ce sont des milliers de points de captage en eau polluée qui ont été abandonnés. Alors des pollutions diverses, hein. Il y a le monde agricole, mais pas que. Donc ça veut dire que nous, paysans, il nous faut impérativement être investis dans le respect de l'environnement. Et c'est pas une affaire où on doit laisser les agriculteurs tout seuls dans leur coin. Il y a des leviers. Moi, je crois fortement à la puissance publique, parce que si on doit aller dans des démarches d'agriculture plus vertes et qu'on se retrouve au final en difficulté économique, mon triptyque économique, social, environnemental, ben, il manquera un élément. Donc l'économique, il le faut aussi sur nos petites exploitations. Et le respect de l'environnement, et le social, ce que je mets derrière, c'est que la puissance publique se préoccupe aussi de ce qui a été dit, c'est que quelle agriculture on veut pour l'avenir. Est-ce qu'on veut 200 000 fermes en France qui feront de l'agriculture pour la grande distribution, pour les industriels, ou est-ce qu'on veut conserver les petits paysans? Et on peut se poser la question, pourquoi on voudrait conserver les petits paysans ou moyens? Mais il y a une réponse qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les garants des productions de qualité, ce sont les petits paysans. Toutes les AOP, toutes les AOC, tous les labels qualitatifs, ils sont mis en œuvre dans les petites exploitations. Pourquoi? Parce qu'on génère de la valeur ajoutée. On ne peut pas générer de la valeur par le volume, puisqu'elles sont de dimension petite. Donc on génère de la valeur par de la valeur ajoutée qualitative. Donc si on choisit par rapport à la puissance publique, hein, parce qu'on est tous sous perfusion les paysans, avec de l'argent public. Donc on en donne plus aux uns ou aux autres, où on rectifie les choses. Si on laisse les choses telles qu'elles sont, l'agriculture qualitative qui est en train de dégager fortement, ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer à disparaître. Donc quand on dit on perd 20% des exploitations en 10 ans, si vous regardez un petit peu plus près, vous voyez que ce sont souvent des exploitations familiales, de petite et moyenne dimension. Donc, on en est là. Voilà, je partage ce constat, mais on refera un tour de table, je pense, pour les solutions, parce qu'il y a des solutions pour maintenir tout le monde en vie et respecter l'environnement. À mon tour. Donc, je suis Alain Lefel, comme dit tout à l'heure, donc je suis responsable d'une grosse AMAP dans les Landes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une AMAP, c'est un regroupement de consommateurs, de consommateurs qui sont sensibilisés à la question de l'alimentation, consommateurs qui sont souvent inquiets, et de consommateurs donc, qui se sont regroupés pour essayer de trouver une alternative à la grande distribution et de trouver un moyen de se nourrir de manière sûre et de manière saine. Voilà, donc la question de l'agriculture est
et de l'alimentation demain, nous, on ne peut pas la poser de la même manière que les professionnels, parce qu'on n'est pas des professionnels. Mais en même temps qu'on n'est pas des professionnels, je pense qu'on est un point central de la question, parce que pourquoi est-ce qu'on produit ? On produit pour que des consommateurs consomment, pour que des consommateurs se nourrissent. Donc on est le point central, et je trouve, en particulier à l'occasion de la crise agricole, dans tous les débats que j'ai pu voir, dans toutes les émissions, j'ai l'impression que nous sommes le point aveugle, que le consommateur n'existe pas. On parle production agricole, mais on parle production agricole entre élus, entre producteurs, entre voies scientifiques, quelquefois associations écologiques, mais on parle de la consommation sans le consommateur, sans savoir exactement ce que les consommateurs demandent. On a l'impression souvent que les journalistes, que les médias pensent pour nous, pensent savoir mieux que nous, les consommateurs, ce que nous avons envie de consommer. Et grosso modo, ça se résume souvent à comment consommer pour moins cher. On a une image d'Épinal du consommateur qui cherche par tous les moyens à avoir le moins cher. C'est une image fausse. Je voudrais dire que je remercie les organisateurs ce soir, à l'occasion de cette table ronde, d'avoir pensé à inviter les consommateurs à travers un groupe de consommateurs organisés que nous sommes, parce que le problème des consommateurs, en fait, leur inexistence est liée au fait qu'ils ne sont pas structurés. Les consommateurs fonctionnent comme des individus un petit peu seuls dans un marché gigantesque où ils sont ballottés en fonction de la publicité, en fonction des médias. Seuls des consommateurs organisés peuvent avoir un discours cohérent et indiquer à tout le monde, indiquer aux élus, indiquer aux producteurs ce qu'ils veulent. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que les consommateurs qui s'associent en AMAP, les gens que je vois tous les mercredis venir chercher leurs produits, ne cherchent pas à tout prix le moins cher. Ils cherchent bien entendu une alimentation de qualité, ils cherchent une alimentation locale, ils cherchent une alimentation sûre. Et effectivement, poser la question d'une alimentation locale, saine et sûre, c'est poser la question d'un type d'agriculture. Parce qu'il y a évidemment un lien très très clair entre la question de l'alimentation que nous voulons pour demain, puisque c'est le sujet de la table ronde, et la question de l'agriculture qui va y avoir demain. Et comme toi, je partage un peu les craintes, car cette agriculture de qualité, celle vers laquelle se dirigent les AMAP et les AMAPiens, cette agriculture de qualité, on la voit avoir du mal à vivre. Elle a du mal à vivre parce qu'on ne lui donne pas, à mon avis, aujourd'hui les moyens de vivre, parce que grosso modo, on plus ou moins, alors est-ce que c'est par négligence, est-ce que c'est volontairement, mais finalement, au bout du compte, on est en train de favoriser l'agrobusiness, on est en train de favoriser une agriculture industrielle, et ce tissu de petite agriculture paysanne qui fait la qualité et la sécurité de ce que nous mangeons aujourd'hui est un tissu qui est en train de se déliter, c'est un tissu qui est en péril pour moi. Je ne vais pas aller. Je vais m'arrêter, c'est un peu trop long. Merci. Oui, bonjour à tous.
Donc François Lespard, je suis agriculteur à 15 km d'ici, à Pouchot-le-Plan. Je suis président de la FSEA, également élu à la Chambre d'agriculture. Moi, je voulais revenir un peu sur les propos qui ont été tenus. Je partage ceux de Christophe sur ce triptyque qui fait qu'une agriculture est viable, le pilier social, environnemental, économique. Bon, ça, c'est incontournable. Une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que les agriculteurs, pour exercer leur métier, mais la première des choses, il faut pouvoir en vivre. Voilà. Et le malaise qui s'est exprimé dans la dernière manifestation, c'est un malaise de revenus, pour partie, oui, mais également le sentiment un peu de déclassement de l'agriculture, d'injonctions contradictoires. Voilà. Il faut faire des tas de choses bien, et on voit les frontières de l'Europe ouvertes à des tas de produits. Il faut faire des produits de qualité, et ensuite on est pressé par les grandes surfaces sur des prix, et globalement il y a un lobby des grandes surfaces pour l'instant que personne n'arrive à maîtriser. Voilà. Une concentration à 2-3 acheteurs qui fait que le rapport de force aujourd'hui n'est pas gérable par les agriculteurs. Donc c'est tout ça qui a fait que la cocotte a un peu explosé. Et après, ce que je voulais dire simplement aussi, c'est que la solidarité qui s'est exprimée massive de la population autour des agriculteurs, je crois qu'elle traduit, elle est la traduction d'une angoisse de nos concitoyens autour de la qualité de l'alimentation, de la nourriture, et d'une angoisse de voir tout le monde a plus ou moins un lien plus ou moins lointain avec l'agriculture, et l'angoisse de voir peut-être, on mesure aujourd'hui que l'agriculture française peut disparaître. Voilà. Si on laisse faire les échanges internationaux n'importe comment, donc tout le monde sent qu'il y a un modèle qui est menacé. Voilà. Alors ce modèle, aujourd'hui, à mon sens, il est pluriel et il va l'être bien davantage encore. Voilà. Jusqu'à présent, on avait des autoroutes un petit peu de l'installation en agriculture, on vous proposait des schémas tout faits dans tous les départements, et un agriculteur, même si ce n'était pas un entrepreneur de haut vol, il pouvait trouver une place et exercer son métier et sa passion. Bon, aujourd'hui, ça se complique, c'est plus difficile, et on va se développer l'installation dans les Landes, mais aujourd'hui, c'est l'addition de tas d'initiatives individuelles. Alors, c'est déroutant, et en même temps, c'est vraiment aussi plein d'espérance. Voilà. Mais il faut accepter cette complexité. Peut-être certains d'entre vous, pour les initiés du monde agricole, ont entendu parler de François Purcell, un sociologue qui a travaillé pas mal sur l'agriculture et qui vient de prendre un livre, Une agriculture sans agriculteurs. Et donc il pose un diagnostic aujourd'hui sur le risque à voir un petit peu une agriculture se développer avec beaucoup moins de chefs d'exploitation, de la délégation, des salariés. Voilà, il décrit quelque chose. Bon, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est du factuel. Bon, et je crois que on a une responsabilité, nous, en tant qu'élus professionnels, on a une responsabilité, vous les consommateurs, à essayer de peser sur l'avenir. Voilà, mais il faut quand même entendre aussi la réalité, et également, je crois qu'il y a des besoins d'alimentation et de produits pour tous les consommateurs. Et il n'y a pas d'exclusivité. Donc moi, je suis heureux de voir monsieur responsable du NAMAP, le lien étroit qu'il a avec ses fournisseurs, les agriculteurs, c'est très bien. Mais également, dans les Landes, on a bâti quand même aussi une partie de l'agriculture avec des produits qui sont essentiellement distribués en grande surface. Et des produits de qualité. Écoutez, le poulet jaune des Landes, on en est tout fiers. On est tout fiers, et il est essentiellement distribué en grande surface. Il est également dans des épiceries fines. Mais enfin, le gros des volumes est en grande surface. Bon, et aujourd'hui, quand monsieur disait que le consommateur est le grand oublié, mais non du tout. C'est encore lui le patron. Et par exemple, notre poulet des Landes, aujourd'hui, avec les problèmes de pouvoir d'achat du consommateur, notre poulet, les clients s'en détournent, parce qu'on a un poulet qui est cher. Et le consommateur s'en détourne, et l'agriculteur peine à en vivre. Alors, c'est passager, il y a eu des problèmes dans toutes les filières, il faut basculer, il faut avancer, mais le consommateur, c'est quand même aujourd'hui lui qui décide. Voilà. Et ça, c'est quand même une réalité. Voilà. Bon, j'en resterai là, on abordera d'autres thèmes après. Bon, d'abord, c'est l'état des lieux, si j'ai bien compris, de la situation.
par rapport à ce que vous venez de dire, le mal-être dans le monde agricole, dans le monde paysan, il existe véritablement, et l'explosion qui a eu lieu il y a quelques temps n'était pas du tout une surprise. Maintenant, il s'agit quand même d'analyser les choses. Qu'une profession comme celle de paysan, l'une des plus nobles au monde, puisque son rôle c'est de nourrir la population, un nombre important d'agriculteurs ne vivent pas de leur travail. C'est absolument anormal, et il est anormal qu'on puisse continuer comme cela. Sur la question du mal-être paysan, il se trouve que j'ai participé à une mission d'information sur le mal-être paysan justement. Par rapport au suicide, par rapport aux problèmes de santé. Donc on a auditionné un petit peu partout sur le territoire national, et il y a un véritable mal-être. Alors, il ne s'agit pas d'aller, par rapport au constat qu'on peut faire, il ne s'agit pas d'aller pointer du doigt le monde agricole ou enfoncer les paysans, mais l'état des lieux, il doit être fait quand même. Si on parle, donc le fameux triptyque social, économique, environnemental, évidemment. Si on part du côté environnemental, si l'environnement est abîmé et surabîmé, il ne s'en remettra pas. Alors on en est aujourd'hui sur la question de santé, que ce soit de santé humaine ou que ce soit de santé environnementale, la situation est extrêmement préoccupante. Santé environnementale, Laurence a donné les chiffres tout à l'heure de perte de population d'insectes, d'oiseaux, mais c'est aussi la flore microbienne des sols, c'est aussi tout cela, c'est de la perte de richesse patrimoniale extrêmement importante. Et si on parle économie, quand on parle des abeilles et des insectes pollinisateurs, il y a une économie extrêmement forte dans le cadre de la population qui est fournie par ces insectes. Si on les perd, c'est un point important de l'économie que l'on perd si on ne parle que économie. L'eau est abîmée, donc on le sait, et on ne va surtout pas le nier. L'eau est abîmée en termes de qualité, on y retrouve des résidus. Le sol est abîmé, alors que le sol c'est le socle de la production agricole. Le sol est aussi abîmé, tassé, appauvri. L'air est également touché via les problèmes de respiration. Et tout cela, ça fait quand même un paquet si on fait un état des lieux, un paquet de choses négatives qui sont produites par certaines pratiques. Oui, après, ce sera les propositions, j'en viendrai après. Sur le fait que dans les 10 ans qui viennent, je crois que c'est 50%, oui, des exploitations qui ne seront plus... Alors là, une question se pose, est-ce qu'on essaie de renouveler les exploitations? Est-ce qu'on les développe plus encore pour ceux qui estiment qu'il faudrait une véritable agriculture paysanne à même de nourrir sur les territoires? C'est un sujet de débat. Comme la grande distribution, évidemment, est un sujet de débat. Et autant... Alors... merde, j'ai perdu le fil là. En tout cas, sur la grande distribution, donc on en parlera dans un deuxième temps, sur la question des normes et des labels. Donc il y a l'agriculture bio produite et prisée par une partie de consommateurs, avec certains qui disent oui, mais le bio, le prix fait que c'est une certaine population, une certaine catégorie de la population qui peut se le permettre. Si on parle économie ou si on parle comptable, si on met dans la balance ce qu'on appelle les aménités positives de certaines pratiques agricoles, l'agriculture dite vertueuse, qui n'a pas d'impact négatif sur l'eau, au contraire, elle préserve l'eau. Pas d'impact négatif sur le sol et sur les pollinisateurs, elle les préserve. Si ça, sur la santé humaine également, je parlais de santé environnementale tout à l'heure, mais la santé humaine, j'en parlais tout à l'heure, la maladie de Parkinson et le cancer de la prostate sont reconnus maladies professionnelles dans le monde agricole. Derrière, il y a des coûts énormes
normes qui ne sont pas prises en compte. Et si, par rapport aux agricultures vertueuses, on mettait dans la balance, au lieu que leurs produits soient chers, mais qu'on reconnaisse au niveau des aides, qu'on applique ce qu'on appelle des paiements pour services environnementaux. L'agriculteur qui fait des productions pour des produits agricoles, mais peut aussi protéger, préserver des biens au-delà de la production agricole. Alors, services environnementaux, je l'ai dit, préserver la qualité de l'eau, du sol, des pollinisateurs, de la santé humaine. Si ça s'était mis dans la balance, on ne parle pas des mêmes choses. Alors, un point sur les labels, notamment le label bio. Le label bio qui est reconnu de longue date. On a eu des débats là-dessus. Parce que depuis un certain nombre d'années maintenant, 2 ou 3 ans, en lien avec une partie de la profession, le ministère de l'Agriculture, l'État, ont fait reconnaître le label HVE, Haute Valeur Environnementale. Alors on a creusé ce qu'était le label HVE. Alors Haute Valeur Environnementale, c'est beaucoup moins exigeant que le label bio. Mais par contre, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, et pour voir les consommateurs sur les bouteilles de vin ou autres, quand ils vont voir HVE, quand on entend HVE, on dit mais là c'est le plus haut niveau qui soit en qualité. Et ce label-là a été mis en place pour contrer, j'ose le dire, pour contrer le label bio et rendre beaucoup plus facile les productions non bio. Voilà ce que je peux en dire jusque-là, on aura autre chose. Donc, comme vous l'avez entendu, c'est important d'engager un tournant, parce que l'avenir de l'agriculture dépend aussi des aléas climatiques, comme on a pu le voir, que ce soit des tempêtes, des grêles, des sécheresses, des canicules. Et donc, c'est vraiment important aussi d'arrêter de parler et de repousser toujours à plus tard, en disant on n'a pas de preuves, etc. Maintenant, on a des éléments, on a des preuves. J'irais même, pour ceux qui ne connaissent pas, mais le Conseil économique, social et environnemental de Nouvelle-Aquitaine a produit un rapport en 2021 pour un nouveau pacte social réaliser la nécessaire transformation agroécologique en Nouvelle-Aquitaine. Ce rapport répond quelque part à des problématiques agricoles que nous connaissons, mais le problème c'est que rarement les politiques ne lisent les rapports apparemment, comme on parlait de rapports tout à l'heure qui sont dans des tiroirs. Et donc c'est important de voir, c'est qu'engager le tournant vers des solutions, c'est aussi changer les indicateurs. Quand on est en train de dire la productivité agricole est l'indicateur de réussite, non. Parce que l'indicateur, les mesures classiques, dont cette de productivité agricole, c'est un indicateur de référence qui détermine le financement de la recherche, de la programmation du développement, des soutiens politiques. Et ça sous-estime totalement, comme a dit de Joël tout à l'heure, les avantages de l'agroécologie. Diversifier. Il faut adopter donc un plus large éventail d'indicateurs pour évaluer la performance et la réussite et la durabilité d'un système agricole et alimentaire. Et donc, je vous laisse après sur cette discussion, mais je suis moi-même à la commission d'évaluation des politiques publiques et nous sommes en train de mener à la région une mission d'information et d'évaluation sur les politiques agricoles régionales et nos politiques alimentaires. Cette mission est sur 6 mois. Alors je leur en ai parlé, je continuerai à mettre en avant ces points-là qui sont très importants, des indicateurs qui mesurent ce qui importe à long terme pour la société dans son ensemble. Donc la santé des écosystèmes dont on a parlé, aussi le flux total des ressources, donc les ressources, que ce soit le sol, l'eau, sur un système agricole, il faut voir la viabilité. Il y a aussi, donc je vais pas vous faire les 7 éléments, mais la durabilité de la production. Donc certaines productions, on sait qu'il y a des changements de variété, etc., parce que certaines productions sont vouées à disparaître. La résilience des moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, parce que la sécurité alimentaire et nutritionnelle, dans certains cas, les gens n'ont pas les moyens, quelque part, d'avoir une alimentation nutritionnellement positive et qui les garde en bonne santé. Et enfin, je dirais, la viabilité économique des exploitations au regard de l'endettement dont on a parlé tout à l'heure et des chocs climatiques.
Donc ce modèle agricole doit se transformer et les politiques publiques doivent les aider, accompagner ce changement, parce que c'est essentiel d'analyser pour prévoir demain. Donc je vous laisse, après il y a des solutions, donc je vous laisse en parler, mais je crois que c'est vraiment important au niveau de l'agriculture de se dire, est-ce que c'est vraiment un indicateur, le rendement, quand les sols sont à base d'énergie fossile qui sont de plus en plus chers, quand l'eau est de plus en plus rare, donc il faut qu'on ait vraiment des indicateurs qui soient à long terme et pour la société dans son ensemble. Et je vous passe maintenant sur cette discussion vos propositions et vos solutions. Bon, on a une loi d'orientation qui vient d'être proposée dernièrement là, par un gouvernement. Tout le monde est conscient qu'il va falloir trouver des solutions. Alors on parle de souveraineté alimentaire. Et même le ministère s'appelle maintenant le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Bon. Alors dans la loi d'orientation, il y a un pilier sur la souveraineté alimentaire. Bon, on ne nous dit pas par contre comment on va y arriver, mais ça c'est un autre débat. Alors effectivement, on a un problème aussi de souveraineté alimentaire et aussi de réchauffement climatique. Moi je suis persuadé d'une chose, c'est que l'organisation du monde telle qu'elle est, avec ses régions de production, quand vous regardez où est produit le soja, où est produit le riz, où est produit le maïs, toutes les alimentations, on va dire, de base. Si un jour, je ne le souhaite pas, il y a un gros souci climatique sur l'Argentine, le Brésil, États-Unis, vous avez toute la Chine, je ne sais pas comment ils vont nourrir leurs animaux. Donc, on joue quand même avec le feu. C'est-à-dire qu'on concentre des régions du monde sur des missions et des spécialisations de production, dans un contexte climatique qui est extrêmement aléatoire. Bon, moi je suis paysan, je ne suis pas ingénieur et encore moins en prospection. Mais quand on est paysan et qu'on regarde ce qui se fait un peu au niveau mondial, on se dit c'est du grand n'importe quoi. Alors, je pense qu'il y a certains hauts fonctionnaires qui ont dû s'en apercevoir, puisqu'on parle de souveraineté alimentaire. Alors, comment on va aller vers la souveraineté alimentaire quand on continue à donner massivement des aides publiques de la PAC à ceux qui exportent le plus? Déjà, il y a un autre problème pour moi, simple paysan, quand je regarde ça. Je me dis, bon, très bien, il faut faire la souveraineté, donc il faut revenir à de la production locale, mais pourquoi on continue à aider massivement les gros céréaliers qui, eux, sont d'ailleurs la puissance exportatrice depuis toujours? D'ailleurs, depuis qu'on les aide massivement. Ils sont toujours aussi puissants parce qu'ils sont aidés massivement. Et il y a une corrélation directe entre le niveau de revenus agricoles et le niveau d'aide publique perçue. Alors ça, c'est pas le bureau McKinsey du MODEF qui le dit, c'est l'INRAE. Vous avez tous les chercheurs qui travaillent sur ces sujets, vous le disent. Pourquoi il y a une dépendance accrue en fruits et légumes? Parce que tout le monde, c'est le mur des lamentations, tout le monde pleurniche sur le sort des maraîchers, mais pourquoi aujourd'hui on a une dépendance à 60% en fruits et légumes? Tout simplement parce que il y a du dumping social qui se fait à l'étranger, mais ça a toujours été, mais c'est surtout que le maraîchage est exclu des soutiens publics agricoles. Ils ne sont pas dans les aides PAC. Donc vous avez les deux extrêmes, d'un côté les plus hauts revenus de France qui sont sur les céréaliers, et de l'autre côté des maraîchers qui disparaissent les uns après les autres, comme les petits paysans, puisque les petits paysans ils perçoivent peu d'aide, puisqu'on est toujours sur un mécanisme d'aide à l'hectare. Alors en plus je ne vous dis pas la compétition entre paysans, hein, dès l'instant où on est toujours en quête d'hectares parce qu'on sait qu'on va avoir des aides publiques à l'hectare, donc on est toujours j'allais dire de la connerie humaine, mais je pense à la connerie politique.
Bon, alors que ça soit défendu par les agriculteurs qui sont les plus riches de France, ce truc-là, je comprends, c'est normal. C'est normal qu'on entende certains responsables syndicaux qui disent « Non, mais c'est le problème, c'est pas le revenu, il faut nous enlever des normes. » Le problème, il est qu'on aide massivement une poignée d'agriculteurs en France et qu'on délaisse les autres. Voilà. Parce qu'un maraîcher, même qui est du dumping social, en Espagne ou dans d'autres pays, il y aura de la main-d'œuvre moins chère. Mais s'il a un matelas, qui amortit ces dumpings, comme les aléas climatiques aussi, hein. Parce que là, petite parenthèse, je rappelle quand même qu'avant c'était la puissance publique qui aidait sur les aléas climatiques. Mais tout ça, bon, il y a l'assurance privée qui a dit ben nous on aimerait bien vendre des assurances. Hein. Bon, certains ont dit oui. Aujourd'hui, si vous voulez être assuré, c'est pas la puissance publique, il faut aller vers l'assurance privée. Donc, le matelas offert par votre argent de contribuable par la PAC, ce matelas, ben, moi, si plutôt que mes 15 000 euros, là, parce que j'ai 70 hectares en bio, je perçois mes 15 000 euros par an, quand je vois d'autres exploitations qui sont bien loties, qui perçoivent parfois 150 000, 200 000 euros, je me dis, quelque part, bon, on ne va pas faire de révolution quand même, mais est-ce qu'il n'y a pas, comme le propose d'ailleurs l'INRAE, moyen décrété, mettons à 60 000 euros par exploitation, de redistribuer sur les 50 premiers hectares de toutes les exploitations françaises, et je vous garantis que la situation en termes de trésorerie va s'arranger immédiatement. Et pourquoi en même temps ne pas dire, ben, vous aurez des missions aussi sociales, environnementales, et vraiment d'adosser ce changement en termes de redistribution de finances publiques à des missions environnementales, de respect de l'environnement. Je n'en sais rien, tout est à écrire. Le peu qu'il y avait, on est en train de l'enlever en tout cas. Mais on l'enlève, mais surtout on ne touche pas à ce qui tue toutes les petites exploitations, c'est-à-dire ce défaut d'aide publique qui est capté par une minorité. Alors pour moi la solution elle est simple, c'est ce que je vous ai dit, on écrète, on prend, on redistribue aux plus petits, et je peux vous garantir que l'hémorragie elle va s'arrêter. Alors ce ne sera pas suffisant sûrement, mais les États membres aujourd'hui, parce que quand on entend brailler de tous les côtés, il faut savoir que les États membres aujourd'hui ont la possibilité de le faire. Hein. Il suffit que Emmanuel Macron dise à son ministre de l'Agriculture, pour la campagne 2024, on met 30% des aides directes sur les 52 premiers hectares. Et ça peut être fait demain. Je ne vous dirai pas pourquoi ça ne se fait pas, parce que je le sais. Mais je suis quelqu'un de bien élevé et pour la paix des ménages. Oui, je ne sais pas ce que j'aurais à dire de plus, je suis tout à fait d'accord avec tes propos. Je crois qu'à l'occasion de la crise agricole, l'État a eu un double discours. Il y a eu un premier discours d'apaisement envers les agriculteurs. En même temps, un discours, je trouve, qui a été dangereux parce que du coup, on a lâché beaucoup de lest sur des questions environnementales. Et je pense que là, on a malheureusement pris de mauvaises marques pour l'avenir de la planète. Ce double discours, c'est le fait qu'on a dit aux agriculteurs effectivement qu'on les plaignait, mais en même temps dans l'arrière-cuisine, j'ai l'impression que quelques mois après cette crise agricole, il n'y a rien de fondamental qui a changé.
Je crois que, grosso modo, l'agriculture, on va dire vivrière, enfin celle qui sert à alimenter notre population, elle passe à pertes et profits, c'est-à-dire que on est quand même en train de la sacrifier parce que les accords multinationaux, les accords de libre-échange continuent, que je crois qu'aujourd'hui, pour continuer à vendre nos Airbus et autres engins, il faut bien qu'on laisse arriver des produits venant d'Argentine, du Brésil, etc., à bas coût, et qu'on est en train un petit peu de sacrifier cette agriculture au profit justement d'industries exportatrices, et peut-être la seule agriculture qu'on cherche encore à conserver, c'est justement une grosse agriculture exportatrice. On conserve, je dirais, des sortes de créneaux où il y a de la rentabilité, mais il me semble qu'on est très logiquement actuellement dans un système qui est libéral, vraiment libéral, et en ce sens, ce système libéral ne peut pas profiter à la petite agriculture paysanne actuelle. Vous avez posé la question un peu des indicateurs. En effet, c'est une vraie question. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'indicateur pour un agriculteur, l'indicateur de performance, de réussite? Voilà, c'est une vraie question. Alors c'était celle du rendement, mais en effet, j'entends le débat autour des aménités positives quand même de l'agriculture biologique, l'impact sur notre environnement. Est-ce que oui, c'est un indicateur qui aujourd'hui n'est pas usité. Et là-dessus, il y a beaucoup de choses à inventer. Moi, j'adhère au constat qui a été fait, il n'y a rien à dire, sur l'effondrement des espèces, des insectes, de la biodiversité, que globalement l'agriculture a été dans une mécanique j'ai fait, mon père a fait, son père, nous sommes tous complices de bêtises qui ont été faites. On les a faites à une époque où nos concitoyens à côté se ruaient dans le formica, où des années 90 on battait Bernard Tapie. Donc on a tous fait des conneries dans une époque où collectivement, avec nos concitoyens, on était dans des modèles de surconsommation, et on se rend compte maintenant qu'on a fait des conneries, et on demande à l'agriculture de changer, et elle doit changer, mais c'est un paquebot. Voilà. Ce que je veux dire également, c'est que ce constat d'effondrement de la biodiversité et du fait qu'il faut changer, 80% des agriculteurs, qu'ils soient à l'FDSEA ou au MODEF, sont dans le déni. Tout le monde voudrait que ça continue comme ça. Si on pouvait continuer comme ça. Voilà. Et pourtant, il va falloir changer. Il va falloir changer beaucoup de choses. Dans un contexte, quand même, on l'a vu, de crise du revenu. Donc, à un moment, changer, quand on peine à se sortir un revenu, écoutez, c'est pas simple d'entrevoir l'avenir. Voilà. Alors, moi, les questions sont posées. Et on n'a pas aujourd'hui de réponse toute faite pour tout le monde. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'également on a un métier, on l'a vu avec le Covid, avec cette crise, on a un métier qui attire toujours l'agriculture. L'agriculture fascine, attire par son lien au vivant. Et on a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui voudraient aller faire leur métier, toucher à la terre, toucher au vivant. Et ça, pour l'avenir, c'est porteur d'espérance. Bon, mais on en est quand même aujourd'hui encore réduit. Pour faire un revenu agricole, il faut produire une certaine quantité par un certain prix et faire une multiplication. Et à un moment,
il faut produire des quantités suffisantes. Bon, le bricolage, ça a ses limites. Il faut payer quand même sa couverture sociale, MSA. On a des enfants, on veut qu'ils aillent faire des études à Bordeaux, il faut payer un appartement. Bon, à un moment, il faut sortir un revenu. Ensuite, moi, la redistribution des aides de PAC, elle est en débat, je veux bien l'entendre. Mais à un moment, moi, une agriculture subventionnée, ça ne produit rien de bon. C'est-à-dire réinjecter massivement l'agriculture dans certains domaines, c'est faire d'agriculteurs des assistés, et à un moment, il faut être lié quand même à son acte de production. Voilà, c'est parce qu'on a envie de se lever tous les matins, mais parce qu'on a les challenges à relever, et voilà. Donc attention, moi je vois par exemple de certaines régions de France, le Massif central, on a un système de soutien aux bovins, écoutez, qui pousse à l'extensification et qui est en train aujourd'hui de vider les territoires. Moi je vois dans d'autres régions de montagne, où également à subventionner, à aider massivement l'élevage pour le maintenir, et bien l'agriculteur, il ne se soucie plus quelquefois si sa brebis fait un agneau, si sa vache fait un veau. Il suffit de maintenir un animal présent pour toucher une prime. Donc attention, voilà, quand on bascule le système de l'agriculture qui serait massivement subventionné et que ça produirait d'un seul coup une belle agriculture, moi je reste prudent là-dessus. Et ensuite, on a quand même une agriculture sur ces territoires qui a fait quelques démonstrations. Alors, au-delà de tous les agriculteurs sont producteurs aujourd'hui de denrées alimentaires. Alors, pas directement, mais par exemple, dans ce département, dès qu'on produit des céréales, elles sont souvent transformées en volaille, en canard ou en steak. Voilà, donc il y a un tissu départemental et qui est également des filières organisées, des filières longues, c'est-à-dire il y a un agriculteur qui produit des céréales, mais un autre les transformera, voilà. Et tout ça, c'est générateur sur notre territoire de richesse et d'emploi. Voilà. Il y a combien de Landais 2, 3 sur 5 2 sur 5 peut-être qui aujourd'hui ont un emploi lié à l'agriculture. Ils travaillent chez un fabricant de matériel, chez un distributeur, dans une coopérative. Bon, tout ça, le jouet, on ne va pas le casser comme ça. Par contre, il y a des inflexions, je l'entends, des inflexions fortes à donner, avec des signaux sur ce qui est environnement, biodiversité, des signaux forts que l'agriculture doit donner, qu'elle prend ça en compte, et que dans son processus de production, où il va quand même falloir demain continuer à produire l'alimentation, on intègre ces paramètres nouveaux, voilà. Et certains, même, en font même aujourd'hui un élément différenciateur. Regardez, je fais une agriculture durable, je fais une agriculture régénératrice, donc ils marketent leurs produits avec ça. Alors je ne sais pas si c'est la solution, mais c'est clair qu'il y a un virage à prendre et qui ne se fera pas uniquement par la contrainte. Et quand on a parlé de l'excès de normes, bon, tout ce qui vient de l'Europe, là, bon, ça peut avoir du sens, les contraintes environnementales, mais il faut reconnaître que les agriculteurs, vous verriez le nombre de réglementations contradictoires auxquelles on est soumise. L'un c'est pour la biodiversité, le reste c'est pour la protection des périmètres sur l'azote, d'autres c'est les dates d'épandage. C'est illisible aujourd'hui. Voilà. Et au bout d'un moment, les agriculteurs ils en pètent les plombs de ça. Voilà. Alors là-dessus, on n'est pas contre la contrainte, mais à un moment il faut que ça ait du sens. Mais c'est vrai qu'il y a encore un bout de chemin à faire pour que les agriculteurs eux-mêmes se sentent acteurs de ce challenge à relever autour de la biodiversité et de l'environnement. C'est pas fait. Et on a besoin d'accompagner là-dessus des gens, tous les pionniers. Et on a la chance dans ce métier d'accueillir des jeunes et des têtes nouvelles aujourd'hui qui arrivent dans le métier et qui naturellement ont d'autres aspirations, ne voient pas le métier comme leurs parents et ont directement intégré ces préoccupations autour de l'environnement. Donc je crois que c'est de ces gens-là et avec ceux-là qu'on va créer l'agriculture de demain qui sera un mix à la fois d'une agriculture nourricière, peut-être de circuits courts, de proximité, voire mais également potentiellement pour l'exploitation, mais avec des préoccupations nouvelles et voilà, et que n'a pas eu notre génération, et que notre génération peine aujourd'hui à intégrer. Donc ça se fera, ça se construit avec d'autres thèmes aussi. Merci.
Par rapport à ce que vous avez dit, il y a juste une petite nuance lorsque vous dites que tous les agriculteurs sont dans le déni. Je peux vous dire que non, pas tous les agriculteurs. Enfin, je ne sais pas quel pourcentage. Il y en a un paquet qui reconnaissent, qui ont des pratiques différentes. Il faut aussi le reconnaître. Alors, lorsqu'on a fait l'état des lieux, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas en claquant du doigt qu'on va pouvoir y arriver. La question fondamentale, et là, c'est des politiques qui nous dépassent parce qu'elles sont européennes et internationales, mais la question des accords de libre-échange est sur la table. Une décision politique disant « OK pour le libre-échange parce qu'on en a besoin et on continue », sauf pour les produits alimentaires. On retire l'ensemble des produits alimentaires des accords de libre-échange. Il y a un paquet d'agriculteurs de chez nous qui ne sont pas contents par rapport à ça. Mais ce serait déjà une chose. Et là, on libère l'histoire d'importations qui ne sont pas normées comme les nôtres et tout ça. Ça, on pourrait le faire. Il y a des élections européennes, parce que ça se joue aussi là-dessus. Il y a bientôt des élections européennes. Renseignons-nous de quels sont les programmes, d'une part des différents partis politiques. Renseignons-nous aussi de ce qu'ont été les positions des élus sortants, puisque c'est aussi ça l'élection. Il y a un mandat, il y a un bilan. Voilà. Sur la question, moi on va dire, je suis utopiste. Alors je vais vous parler utopie. On a fait un état des lieux. La situation, elle est extrêmement préoccupante. Extrêmement préoccupante pour le monde agricole, pour l'ensemble du monde, pour les jeunes générations. Leur avenir n'est pas au clair tel qu'on est parti là. Là, c'est pas que le monde agricole, c'est la société est mal partie. La planète est mal partie. Alors, c'est pas faire du catastrophisme que de le dire, c'est juste de la lucidité. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, l'important, c'est justement de donner des trajectoires, de prendre des décisions politiques forte et claire. Moi, je crois beaucoup en la force de la loi, mais une loi éclairée et adaptée. Alors, j'avais commencé à en parler tout à l'heure, mais c'était trop tôt. Lorsque Stéphane Le Foll était ministre de l'Agriculture, on avait travaillé avec lui, on avait proposé la mise en place de projets alimentaires territoriaux. Projet alimentaire territorial, on a un territoire, les Landes ou le bassin de vie de Mont-de-Marsan. Il y a des terres agricoles, il y a une population à nourrir. On organise cela, on met tout le monde autour de la table. Les élus, les professionnels, les parents d'élèves, les citoyens, les ONG, tout le monde autour de la table. Comment faire en sorte que dans les 10 ans qui viennent, une majeure partie des produits alimentaires qui sont consommés sur le territoire soient produits sur le territoire. Là, c'est volonté politique forte du terrain, volonté politique nationale. Nous, on avait demandé à Stéphane Le Foll que ça devienne obligatoire, comme il y a des SCOT. Pourquoi il n'y aurait pas des projets alimentaires territoriaux obligatoires sur les territoires avec des objectifs à atteindre? Alors, Le Foll, il ne pouvait pas aller trop loin. J'ai beaucoup de respect pour Stéphane Le Foll parce qu'on avait beaucoup bien travaillé avec lui, notamment sur la question de l'agroécologie. Mais à cette époque, donc, les projets alimentaires territoriaux, ok, il y en a sans doute ici, par ici aussi. 3. Ok. Ouais. Et Stéphane Le Foll, non, je ne peux pas mettre ça obligatoire. Par contre, on l'inscrit dans la loi comme une possibilité, comme facultative. C'est un petit peu aidé par les pouvoirs publics, mais pas suffisamment. Alors que là, cette réponse-là, projet alimentaire territorial, on refait sur les territoires le système polyculture-élevage. On n'est plus là dans la monoculture, polyculture-élevage, parce qu'on a besoin d'élevage, on a besoin des différentes cultures sur le territoire. Moyennant cela, d'abord ça permet à des agriculteurs de s'installer, de vivre décemment de leur métier, parce qu'il n'y a pas besoin de passer par l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire, ni la grande distribution, qui sont ceux qui vous ponctionnent énormément, on est obligé de le dire. Par contre, ça ne se fait pas comme ça. La MAP, c'est drôlement bien maintenant, si ça se faisait comme cela, il faudrait que ce soit plus organisé, il faudrait des ateliers de découpe, des abattoirs de proximité, des grandes légumeries, enfin pas grandes mais pas immenses, tout d'une manière artisanale et sur le territoire. On dit ouais mais ça c'est du délire, c'est de l'utopie. Et pourtant il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Et je suis convaincu, et je continuerai de militer pour ça, je suis convaincu qu'il y a un avenir énorme par rapport à cela.
Et l'avenir, c'est pas uniquement le nôtre, ça doit être développé à l'échelle de la planète entière. Parce qu'on ne va plus pouvoir continuer à transporter les aliments comme on le fait. On en parlait tout à l'heure, que ce soit les agneaux qui viennent d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. Tout à l'heure, on parlait du vin d'Australie qui arrive à 3,50 € la bouteille ici. Là encore, accord de libre-échange. C'est absolument scandaleux que d'entendre ça. Et ceux qui travaillent là-dessus, c'est pas leur problème, ils sont là pour faire du business. Et c'est pas le business qui doit mener la politique doit reprendre ses droits et en lien avec les populations. Un dernier mot parce que ça me revient, sur la population agricole. Donc on l'a dit dans les 10 ans qui viennent, il y a 4 ans ou 5 ans, on recevait Xavier Belin, donc ministre, président de la FNSEA, donc, qui est décédé. Mais à la présentation des objectifs pour l'année qui suivait, donc l'état des lieux, il y a, au niveau de l'agriculture, il faut être lucide, il y a un quart des exploitations agricoles qui ne sont pas viables. On se doit de prendre des mesures pour faire en sorte que ces personnes puissent sortir de la profession dans la dignité. Alors, le dire, il était dans sa logique. C'est une logique qui dit il n'y a pas de place pour tout le monde et ceux qui ne sont pas rentables, on les met de côté, mais dans la dignité. C'est encore heureux, mais dans la dignité. Mais c'est le fait de le dire. Moi, j'étais intervenu parce que là, je ne comprenais pas. Maintenant, le ministre de l'Agriculture, juste d'avant, Julien Denormandie, mais repris aussi par le président de la République. L'avenir de l'agriculture, il y a 3 hic, le numérique, la robotique, la génétique. Alors, ils le disent parce qu'ils y croient, ils sont dans cette logique. Alors, il y a plein de gens qui ne sont plus du tout dans cette logique-là, qui se mettent où ils vont nous emmener avec leurs histoires. Alors que le numérique apporte, c'est vrai, qu'une part de robotique puisse apporter, c'est vrai. La génétique, c'est autre chose. Alors la génétique humaine, il y a plein de progrès qui ont été faits. Maintenant, c'est pas un hasard si en France on a refusé les OGM, qui nous viennent quand même par le biais de... voilà. Oui, je voulais juste dire ça. Mais comme il a été dit, c'est beaucoup aussi une volonté politique. Et il y a aussi des solutions fondées sur la nature. D'ailleurs, il y a beaucoup de travail de l'INRAE sur le sujet. Et donc il n'y a pas que le hic, il y a aussi le naturel. Je reviens sur la volonté politique. La problématique qu'on a aussi, c'est que je vois que ça soit au niveau des... Bon, il y a l'Europe, il y a le national, il y a le régional, et il y a le départemental. Et il y a les collectivités, donc les intercos. Je vois au niveau régional, c'est qu'il y a possibilité de soutenir différentes choses. Comme tu disais, les PAT, les programmes alimentaires territoriaux. Mais il faut qu'il y ait une volonté politique d'un territoire de les mettre en place. Et ça, c'est une solution. Et quand on parle aussi de la loi Egalim, bon, respecter la loi Egalim, c'est entre autres les 20% de bio dans la commande publique, les 30% de local. Donc en politique, le problème, c'est que si on fait des lois et qu'on ne les respecte pas, on ne peut pas résoudre le problème. Donc par rapport à cette problématique d'agriculture et d'alimentation, on peut agir, mais il faut agir en même temps sur plusieurs leviers. L'accompagnement, la formation. Les lycées agricoles actuellement n'ont pas spécialement de... Enfin, je sais qu'au niveau des lycées agricoles publics de la région Nouvelle-Aquitaine, il y a des fermes qui sont bio, il y a des expérimentations, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais il y a beaucoup d'enseignements qui sont des enseignements privés, agricoles. Et donc, là, on va dire qu'ils ne sont peut-être pas vraiment bien formés. Se pose aussi la question de la connaissance, de suivre les travaux comme vous l'avez dit, monsieur Lespard, on a beaucoup d'éléments maintenant scientifiques par rapport au service écosystémique de la biodiversité. D'ailleurs, la région a financé un rapport qui s'appelle Écobiose, avec Vincent Bretagnol, et qui a chiffré la valeur donc de la biodiversité pour l'agriculture. Donc on a des éléments, on peut faire des choses. À la région, il y a aussi possibilité d'apporter des bonus en plus, des bonus MAEC,
Donc c'est mesures agricoles et environnementales et climatiques. Donc il y a différents leviers, mais si à côté de ça, on n'a pas de cohérence entre, par exemple, ce que fait la région, et dans chaque département, qu'il n'y ait pas cette volonté d'aller dans cette organisation territoriale, parce que ce que fait les AMAP, j'en fais partie du moi-même, celle du Cap de Gascogne, c'est accompagner la prise de risque aussi. C'est dire, on vous paye 9 mois à l'avance, vous avez l'argent, si vous avez un problème de gel, de ceci, cela, c'est pas grave, on aura un peu moins, mais il y a une solidarité. Et ça, la solidarité avec le monde paysan, avec l'agriculture, c'est aussi, donc c'est aux citoyens, mais on peut très bien aussi le coordonner avec la puissance publique, les financements. Et puis, ce que fait Terre de Liens, on parle beaucoup en ce moment à la région de l'installation du foncier. Je vois ce que fait Modef, on en a parlé l'autre fois avec Éric Castera, sur l'installation de plusieurs personnes sur la même ferme. Maintenant, avant, on me l'a raconté, mais avant, apparemment, les agriculteurs s'installaient en couple. Maintenant, ils sont beaucoup seuls. Et donc, quand on est seul, qu'on ne vient pas d'une famille d'agriculteurs, on ne va pas acheter une énorme ferme. Donc, il y a cette organisation d'associations, de syndicats pour essayer, enfin le MODEF en tout cas le fait, je ne sais pas, d'autres le font sûrement aussi, de mettre en relation l'acquisition foncière, la rénovation d'une ferme, installer 2-3 jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, on peut s'installer même à 40 ou 50 ans, et puis d'avoir aussi à côté de ça un artisan. On a de moins en moins d'artisans. Moi j'ai trouvé ça génial, cette idée d'installer un ferronnier. On a à côté le ferronnier, on peut... Donc il y a cette logique de solidarité, et je ne vais pas être trop long, mais je suis persuadée que face aux aléas climatiques, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est le GIEC, c'est par la solidarité territoriale qu'on arrivera à s'en sortir. Soutenir nos agriculteurs, soutenir... vous êtes très important, et je pense que ça fait mal au cœur à tout le monde ce qui s'est passé ces derniers temps, parce qu'on sait très bien que les agriculteurs ne sont pas reconnus à leur juste valeur, et ça a été dit aussi, les paiements pour services environnementaux, vous pourriez très bien être, au lieu de vous dire vous coupez les haies, on pourrait vous dire on vous paye pour entretenir les haies, et pas 7 € l'hectare linéaire. On vous le paye parce que derrière ça, il y a la chouette hulotte, derrière ça, il y a tel ou tel... et l'ADEME, donc j'en parle, après j'arrête, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas aussi, c'est que l'ADEME propose aussi le label haies pour préserver les haies et pour organiser du bois bocager local, donc du bois énergie, mais avec traçabilité. Donc ce n'est pas des chaînes qui partent, c'est du bois de haie où l'agricultrice est payée pour ça. Donc je pense qu'on peut très bien être incitatif, les contraintes, les normes, on en a besoin pour protéger la santé, pour protéger l'eau, pour protéger la biodiversité, mais on a besoin aussi d'être incitatif et d'embarquer le monde agricole dans la direction qui leur permettra aussi de s'adapter à ce qu'on est en train de vivre. Voilà, j'étais très long, mais c'était par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ce que j'avais envie. Est-ce que vous avez des questions qu'on prévoit un petit temps de questions-réponses? Après, on peut repartir, s'il y a beaucoup de choses encore à dire, hein, mais on peut faire une petite pause, si vous voulez bien. Bon, si vous avez des questions. Je ne sais pas si ça va être assez loin. Oui, bonsoir. Moi, j'aurais une proposition à faire, parce que, bon, dans le cadre de l'alimentation, on a des Nutri-Score, A, B, C, en fonction des sucres, en fonction des additifs, etc. Quand j'entends au niveau du monde agricole, on n'a que 3 formules, HVE, j'y comprends rien, bio, j'y comprends rien, et les autres. Et moi, je souhaiterais, quand j'achète un produit agricole, que ce soit la tomate, etc., qui est puisqu'on parle de sécurité alimentaire, un Securicode en fonction du CO2. Si la tomate vient, elle aurait donc, au lieu d'être analysée suivant le sucre, les additifs, ça serait donc un Securicode A, B, C, D, E, parce que le consommateur, HVE, voilà. Moi, je pense qu'on a besoin de simplification et que les fermes pourraient être évaluées par leur aide, donc de la part de la PAC, suivant un code lisible pour le consommateur. Et on achèterait des tomates A,
ou alors des tomates, qui viennent de l'autre bout, en CO2 et en pesticides, etc. Et qui auraient peut-être plus besoin de faire des choses compliquées. Haute valeur environnementale, ça a été dit, c'est un label qui n'est pas un label quelque Voilà, part, et puis nous, ça ne nous parle pas, oui. ça ne nous parle pas. Mettez-nous des A, B, C, D, E. Et sur la baisse de la bio, ça a aussi beaucoup joué, parce que c'est un peu plus cher, mais aussi les gens ne savaient plus quoi. Entre haute valeur environnementale, ils sont un peu perdus. Hein. Pour les tomates, moi j'ai la solution. Il faut aller à Saint-Pierre-du-Mont chez Mélanie Martin, acheter les tomates bio, et elle va vous montrer où c'est qu'elle les fait pousser, puis il n'y a même pas besoin de Nutri-Score. Après, je sais qu'il y a une réflexion sur ce genre de label par rapport au climat, mais je ne sais pas plus. Oui, on ne parle pas tout à fait de la même chose en ce qui concerne HVE et bio. En fait, ce sont des cahiers des charges pour les producteurs. Le Nutri-Score correspond davantage d'abord à des produits manufacturés et pas à des produits bruts, et ça concerne les qualités alimentaires de ces produits, leur équilibre alimentaire, la présence de sucre, de graisse. Donc on ne parle pas tout à fait de la même chose. Oui, mais c'est pour ça que je dirais un Securi-Score. Pas du tout la même chose. C'est un autre par rapport à d'autres critères. Moi, je ne comprends pas quand je vous écoute, Monsieur le Président de la FNSEA, de la FDSEA, pardon. J'entends beaucoup de paradoxes dans vos propos et peut-être même un peu de schizophrénie. Parce que quand vous parlez, vous reprenez les propos de vos collègues du MODEF, du président de la MAP et de Joël, mais c'est en totale contradiction avec le syndicat que vous représentez aujourd'hui. Quand vous dites, j'ai noté, excusez-moi, qu'il faudrait changer, que les agriculteurs n'arrivent pas à se dégager de revenus aujourd'hui et qu'il faudrait changer. Mais qu'est-ce qui fait que les agriculteurs ont aujourd'hui du mal à se dégager un revenu? Qui a fait les politiques agricoles? Qui a créé le système alimentaire aujourd'hui dans lequel nous fonctionnons? C'est votre syndicat. C'est la FNSEA en cogestion avec le gouvernement pendant des années qui a créé ce système-là. Et je ne comprends pas comment vous pouvez reprendre les propos de vos collègues en sachant que votre syndicat a créé ce même système alimentaire. Enfin, je trouve ça aberrant et révoltant. Et en plus, ça trompe, votre discours trompe les agriculteurs qui se rallient à vos côtés en écoutant votre discours. Et c'est pour ça que je parle de schizophrénie. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, j'assume pleinement l'histoire de mon syndicat depuis des années. Alors, vous y mettez les mots que vous voulez, cogestion et tout ça, ok. Bon, il y a eu une tranche de vie dans l'agriculture où on a sorti l'agriculture d'une agriculture où on crevait de faim, où à un moment, dans les années 60, il a fallu assumer des politiques publiques avec l'IVD pour sortir une partie des agriculteurs de l'activité agricole, les accompagner parce qu'il y avait trop d'agriculteurs pour arriver à faire des fermes viables et tout ça. On a fait des choses comme ça. Après, on a également... J'assume les excès qui ont été faits, moi avec les autres, moi avec la société tout entière, et je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Et je ne vais pas larmoyer là-dessus. Moi, je parle d'aujourd'hui. Voilà. Et moi, aujourd'hui, j'assume, un syndicat également fait d'agriculteurs variés. Écoutez, c'est le syndicat, la FNSEA, est le syndicat qui réunit
le plus de producteurs bio en nombre. Voilà. À l'FNSEA, il y a des producteurs bio, il y a des agriculteurs en vente directe, il y a des céréaliers exportateurs sur des grandes surfaces, des fermes de 800 hectares, il y a de tout. Il y a de tout. Et il faut trouver un chemin pour tout ce monde. Pour tout ce monde. Et aujourd'hui, ce chemin à trouver, il n'est pas simple. Et moi, le premier, dans ma tête, je suis un agriculteur, je suis producteur traditionnel, je fais chez moi du maïs, irrigué, avec irrigation, c'est ce qui me permet de vivre. Je fais également du maïs semence, et qui me permet d'amener de la richesse à mon exploitation. Et je fais des volailles, voilà. Et tout ça, sur ma ferme, je regarde comment tout ça, je vais pouvoir l'adapter. L'adapter sans tout changer. Je viens de semer mon maïs cette année, je vais y prendre du désherbant dessus pour tuer les mauvaises herbes, parce que je ne sais pas faire autrement. Et je suis en train d'essayer de trouver un chemin raisonnable, moi comme les autres, qui me permet de continuer à vivre et pour autant d'engager une trajectoire de changement. Et cette trajectoire de changement que je souhaite engager, moi comme d'autres, je vous la décris par exemple, je suis en train de me passionner pour tout ce qui est extrait fermenté, huiles essentielles, tout un pan que nous offre la nature, que nous ne connaissons pas, dont nous n'imaginons pas tous les bénéfices. Mais moi, il y a quelques années, quand on me racontait le purin d'ortie, le purin d'ortie était la solution à tout. Bon, aujourd'hui, oui, le purin d'ortie peut faire des choses, mais toutes ces choses que nous apporte la nature ont besoin d'être quantifiées, mesurées, expérimentées pour être diffusées largement. Et moi, je fais partie des promoteurs au sein de la Chambre d'agriculture. On est en train de créer, donc vous avez entendu parler du dossier Ecophyto. Bon, et bien au sein du dossier Ecophyto, dans les Landes, il y a des groupes d'agriculteurs qui travaillent. C'est financé par l'Agence de l'eau, qui paie l'animation et qui accompagne des agriculteurs qui acceptent de mettre moins de pesticides, moins de choses, et qui testent des solutions pour qu'elles deviennent duplicables pour d'autres. Bon, on est en train de créer un groupe sur le département, un groupe émergence, ça va naître Ecophyto, un groupe émergence avec des agriculteurs, des maraîchers, des horticulteurs, des agriculteurs de mon genre, pour travailler autour de tout ce qui est purin, huiles essentielles. On travaille même avec Jean Toby, du plantarium à Gaujac, voilà, avec l'eau informée. Bon, ben moi, c'est des choses sur lesquelles on doit avancer, mais avant de dire ça la solution à tout, il faut mettre sur le terrain de l'expérimentation et des agriculteurs. Et les agriculteurs, on n'a qu'une saison agricole par an. Donc quand vous avez fait un essai, vous en tirez les conséquences, et il n'y a que dans un an que vous mettrez à nouveau l'ouvrage sur le métier. Donc c'est long tout ça, c'est long. Mais moi je crois que je suis représentatif de ces agriculteurs qui aujourd'hui sont dans un chemin tout à fait traditionnel et qui pour autant sont prêts à planter des haies, sont prêts à faire des tas d'efforts, des tas de choses, à inventer. Voilà. Mais je reviens sur les haies. Aujourd'hui, planter des haies en France, on en plante en Landes, ça allait planter un paquet là, avec le dossier, avec le programme Plantons des haies. Eh bien, on n'a pas envie de planter des haies. Moi, je côtoie pas mal de mes collègues d'un peu partout. Je peux dire que j'ai des collègues en Corrèze. Quand on risque d'aller en tôle parce qu'on a entretenu une haie au mauvais moment, qu'on l'a coupée un peu trop tard, parce qu'il y avait ceci, parce qu'il y avait cela, si c'est une politique de flicage autour des haies, eh bien, je peux vous dire qu'il ne va pas s'en planter deux coups. Donc là-dessus, la politique coercitive, il faut une politique volontariste, mais enfin, prudence là-dessus. Donc, moi, je décris simplement que moi, comme d'autres, au sein de la FNSEA, on essaie de même de trouver un chemin, voilà, un chemin, et que ça se fait dans la douleur, et que c'est pas simple, voilà, et qu'il n'y a pas de chemin, le même chemin écrit pour tous, et que ça se fait, et qu'il faut embarquer les gens avec nous, et non pas sous la contrainte. Je vais revenir quand même sur les haies, parce que le problème, c'est qu'il faut arrêter de les arracher. Parce qu'avant qu'une haie ait le même service, c'est 15-20 ans. Et le problème, c'est que les haies ont été, le plan de relance, on plante des arbres, on plante des haies. Il y a une grosse partie qui sont morts des plans parce que c'est avec les sécheresses, que ce soit des plans de monoculture, de pins. Et les haies, pareil. S'il pouvait y avoir une politique et rémunérer les agriculteurs pour préserver les haies
et relancer la polyculture élevage, qui est vraiment oui, mais la polyculture élevage, c'est vraiment le système de résilience de l'agriculture future, qui permet de garder les haies, qui permet d'amender les sols, qui permet d'avoir des basades, des bœufs de chalosse qui sont à l'herbe. On a quand même un agrandissement des élevages industriels. Donc tout ça, c'est des mauvais choix politiques et malheureusement... Non, mais pour rester un peu dans le sens du sujet, entre l'équation sur une rémunération décente pour l'agriculture et une équation avec l'environnement, il faut aussi essayer de remettre à place tout ce système économique, notamment sur la répartition, Christophe en a parlé, mais notamment sur la répartition de la valeur ajoutée. Et parce que l'agro-industrie française et l'agroalimentaire française produit la richesse. Et les grands groupes agroalimentaires français créent des dividendes et rémunèrent les dividendes. Et donc on a aussi une problématique là aussi, et j'interviens François sur ce que tu as dit, c'est qu'on a quand même une grosse problématique, c'est que les agriculteurs doivent vivre de leur métier, et si la crise actuelle du monde agricole est réelle, c'est parce qu'il y a justement cette problématique-là, et les grands groupes industriels ont mené cette culture justement agro-industrielle. Ils se sont remplis les poches, ils continuent à se remplir les poches, et derrière il y a une équation qui est problématique entre le prix, tu as parlé du prix, et d'une quantité en face. Il y a une autre problématique, c'est qu'il y a un juste prix à avoir. Il n'y a pas forcément de rémunération des dividendes. Enfin, quand il y a une rémunération des dividendes, il faut avoir une réforme de la fiscalité, là aussi, à se questionner. Et il y a aussi un coût de production. Et ce coût-là de production, il doit justement, pour faire le lien avec les propositions, intégrer des rémunérations aux agriculteurs. C'est là où on doit intervenir, et c'est là où la politique publique doit intervenir aussi. C'est dans cette construction-là. Et pour avoir un débat beaucoup plus large, qui est en fait un débat économique dans son ensemble, quand on essaye de mettre en opposition les problématiques du consommateur et la problématique du revenu agricole, c'est qu'on écarte aussi les problématiques des salaires. C'est-à-dire que si on avait des salaires aussi décents en France, on aurait aussi une autre consommation et un autre pouvoir d'achat aussi. Donc répartir la faute sur le consommateur de son acte de consommation et d'aller chercher le prix le plus bas, il faut aussi se questionner sur l'ensemble de l'économie aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'environnement, comme tu l'as dit Christophe, il ne peut pas, la problématique environnementale portée par les groupes politiques, elle doit toujours être associée à une politique économique qui doit être en transition également, avec aussi une option complètement différente de celle que l'on connaît aujourd'hui. Et les accords de libre-échange, vous en avez parlé, ne pourront être mis en place que si ce dogme libéral tombe plus ou moins, parce qu'autrement, forcément, on n'aura pas de solution à long terme. Et c'est là, justement, sur l'économie et sur le dogme libéral, qu'on a des problématiques de vision dans le monde agricole, parce qu'on sait très bien qu'il y a une rémunération et que l'agriculture est basée sur ce libéralisme aussi. Et c'est ça aussi qui est important. Je peux rebondir là, une minute. Oui, mais c'est vrai que sur les intermédiaires industriels, pour te répondre là sur le poulet, parce que moi je suis dans un secteur où je suis voisin des fondateurs du premier label rouge poulet fermier des Landes dans les années 60, donc Verby et compagnie. Cette production de poulet, qui est une production extrêmement respectable, parce qu'elle est respectueuse aussi de l'environnement, c'est des petits volumes, ça se fait avec des marancines et des petites cabanes, c'est des volumes qui sont limités par le label rouge, même si on n'est pas sur du bio, mais c'est un produit qui a été démocratisé, qui a été vendu en GMS, mais qui est un des meilleurs produits GMS qu'on puisse avoir. Pourquoi aujourd'hui le poulet label rouge disparaît? Certes, on a eu une crise inflationniste où les gens n'avaient plus d'argent pour manger, je l'entends. Mais c'est à chaque fois dans ces moments-là que l'on voit atterrir des stratégies commerciales
industriels pour dire ah ben oui, ce produit-là, il n'est plus acheté, donc il faut passer à autre chose. Et aujourd'hui, les producteurs de poulets en label rouge, on leur dit bon mais ouais, on a un problème, vos poulets ne partent plus. Par contre, si vous voulez faire du poulet de tous les jours, poulet Indus, ben, moyennant quelques investissements, il n'y a pas de problème, vous pouvez. Donc, certes, il y a eu un problème de pouvoir d'achat, mais il y a aussi des stratégies commerciales. Pourquoi c'est mieux le poulet Indus? Parce qu'on vend plus d'aliments, parce qu'on fait du chiffre d'affaires au final bien plus élevé que sur des niches comme le label rouge. Ça, c'est une évidence. Moi, si j'étais directeur agro-industriel, c'est le premier truc que je verrais. Voilà, parce qu'on regarde le côté financier. Donc, aujourd'hui, l'agriculture, elle est menée par le prisme économique, uniquement. On s'affole quand il y a des problématiques environnementales et que ça devient des enjeux publics, de santé publique. Là, on s'affole un peu. Quand l'ARS commence à dire, bon mais là, on rigole plus, on joue plus. Donc, je veux dire par là, il n'y a aucune issue possible. On est obligé de se réconcilier avec l'environnement. Moi, je le suis parce que je suis en bio depuis longtemps et franchement, j'ai une vision qui a toujours été celle-là. Mais je côtoie des paysans, on l'a dit, qui ne sont pas toujours formatés. Mais ce qu'il faut derrière, c'est faire aussi abstraction de ces ventes de produits qui pourrissent quand même le débat, parce que les mêmes qui viennent vous conseiller, on en est toujours là, hein, parce qu'on a séparé le conseil sur les phytos de la vente, mais on ne l'a pas séparé de très très loin. Hein. Donc ceux qui vendent sont toujours là pour vous dire combien il faut mettre au niveau des doses. Donc on est sur cette histoire-là aussi. Pourquoi on est toujours sur des volumes de produits de traitement qui ne bougent pas. On est toujours, et ça progresse, ça a même progressé. Alors que tous les discours que vous entendez, ils vous disent mais non, on va faire bien. Bon, la réalité c'est ce chiffre-là, et ça ne bouge pas. Donc, il y a obligatoirement besoin de la puissance publique, je le redis, mais c'est vos impôts. Moi, j'en ai marre que vos impôts, ils servent à faire le contraire de ce que vous voudriez. Parce que vos attentes sociétales, à un moment donné, bon, c'est vos sous. On a beau chanter, moi je veux autre chose, ok. Mais qu'est-ce que c'est? Où il est le levier? Le levier, c'est vos impôts. Voilà. Et le levier, il est politique. Donc il faut voter. Alors, je ne dis pas pour qui. Mais il est politique. Voilà. Parce que chacun va camper sur ses positions. Quand on me dit, bon, oui, les aides PAC, c'est pas important. Moi, j'avais un propriétaire extrêmement riche qui me disait, l'argent, c'est pas important, il faut arriver à bien manger. Ben lui, sauf que lui, il allait au moulin de Poustagnac manger le repas ouvrier tous les midis, là, un 3 étoiles ou un 2 étoiles. Bon, donc celui qui a de l'argent, il dit toujours, l'argent, c'est pas important. Moi, je continue à dire, exigez que vos impôts soient bien utilisés. Voilà. Et on sait comment il faut faire. On sait comment il faut faire. Et moi, je peux vous dire, si de la PAC, on m'en donnait un peu plus, et je connais des paysans qui ont 30 hectares, qui font du canard en label rouge, et qui font du bœuf de Chalosse, et qui touchent une misère au niveau de la PAC, franchement, c'est une honte. C'est ceux-là qui devraient toucher davantage pour les services rendus. Parce que souvent, ces petits exploitants, ce sont souvent eux qui ont le moins d'impact environnemental. Voilà, parce que c'est des petits volumes et on valorise de la qualité. Donc, il y a du boulot, je vous le dis. Je voudrais juste, on a amené un petit peu de complexité. Vous avez vu les manifs qui se sont passés, donc il y en a eu pour tout le monde, il y en a eu contre Leclerc, Carrefour, les grandes surfaces, et il y a des gens qu'on n'est pas allés voir. C'est les McDo, les Burger King, les KFC. Et bien écoutez, ces gens-là, ils sont irréprochables. Ils font mieux que nos collectivités. Leclerc, McDo,
c'est tout que du poulet français. Burger King, idem, viande française. Voilà. Alors, est-ce que... Alors, bon, on aime, on n'aime pas, mais c'est le consommateur qui décide. Moi, mes enfants, eh bien, c'est la fête quand on va manger à Burger King. On passe le soir à Burger King. Il faut l'entendre, ça. Donc, ils ont le droit, mes enfants, de manger de la bouffe, de la bonne bouffe, de la viande française. Et pour aller jusqu'au bout, mais tant qu'à faire ces poulets qui vont à Burger King, mais pourquoi ils ne seraient pas produits ici? Pourquoi il ne serait pas produit ici, dans les Landes? Voilà. Et ce poulet, quand tu décris, Christophe, ce poulet Indus, mais c'est celui-là que vous achetez à Burger King. Et il a été produit de quel... Pourquoi il ne serait pas produit ici? Voilà. Il suffit de pas y aller. Mais non, mais allez, dites ça à vos gosses. Il y a peut-être d'autres questions? Il y avait quelqu'un qui voulait là tout à l'heure, non? Après, je vous passe. Oui, je voudrais juste revenir sur les questions de régulation économique qui ont été évoquées, parce que j'ai bien compris que le libre-échange était un véritable problème et que quelque part le dogme, et j'emploie le mot dogme vraiment sciemment, de la concurrence libre et non faussée est quelque chose qui a été finalement très nocif à une agriculture de qualité. Puisque la question est économique, est-ce que les solutions ne vont pas passer aussi par l'économie? Je voudrais savoir ce que vous, en tant que producteur, vous pensez, parce qu'on parle beaucoup de lois qui sont en train de baisser les bras sur tout ce qui est agricole aujourd'hui, sur ce qui est environnement aujourd'hui. Il y a quand même une loi qui est passée il n'y a pas longtemps. Moi j'ai tendance à penser qu'elle est bien parce qu'elle a été présentée par des députés écologistes. Mais elle est passée avec une majorité et elle concerne les prix planchers. Est-ce que les prix planchers ne sont pas une façon de réguler cette loi du marché et est-ce que vous pensez que ça peut avoir un effet positif aux producteurs? Je ne m'aventure pas là-dessus. Je ne m'aventure pas là-dessus parce que ça fait 3 ans qu'on bataille avec le dossier Egalim pour essayer d'encadrer les prix et c'est d'une complexité. Donc si ça avait été si simple, mais je vous dirais oui, mais j'en suis pas sûr. Voilà. Excusez-moi, mais c'est vrai que les prix planchers, on a connu une Europe qui garantissait des prix. Hein. Donc, la politique, on fait ce qu'on veut. Bon, après, certes, il y a eu l'économie libre et non faussée de Maastricht, mais politiquement, il faut faire des choix. Voilà. Pendant longtemps, on a aidé directement à l'exportation. Ça a super bien marché. Tellement bien marché qu'on vendait des poulets si peu chers sur le marché africain qu'on faisait mettre en faillite les producteurs locaux africains. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut avec l'Europe. Mais les prix planchers, tels qu'ils ont été votés et proposés par le groupe écologiste, à mon avis, ça ne va pas arriver au bout. Je pense, hein, parce que ce soit le Sénat, le Sénat ou le Parlement, ça va revenir. Et j'ai un problème, effectivement, avec l'économie libre et non faussée. Je pense qu'il y a un souci majeur là-dessus. Voilà. Donc, la loi Egalim, ils vont peut-être y arriver, mais le reste... Bonjour, je suis désolée, je vais poser une question un petit peu plus globale et un peu moins précise, mais du coup à 4. J'ai cru comprendre du coup on cherche tous des solutions au même problème. On veut tous avoir des agriculteurs qui sont mieux payés, qui ont une qualité de vie meilleure. On veut tous manger mieux aussi nous et on aimerait que tout soit bien. On a un peu tous les mêmes combats. Alors pourquoi on n'y arrive pas? C'est ça que je ne comprends pas. En fait, on sait que pour avoir du pouvoir et pour changer les choses comme on veut, il faut qu'on vote. Mais la question c'est que d'un point de vue... Bon, moi je sais ce que je pense, etc. Mais d'un point de vue extérieur, en fait, on sait ce qu'on veut, mais en fait, politiquement, il y a
on sait pas trop, c'est pas très clair, quoi. Enfin, c'est un peu compliqué d'un point de vue extérieur de pouvoir avoir du pouvoir, quoi. Et ça provoque un peu une manière où on perd un peu espoir, quoi. Et on veut faire des choses, mais on ne sait pas comment faire. Et en fait, c'est tellement compliqué, il y a tellement de choix, il y a des gens qui vous disent d'une certaine manière, d'autres qui vous disent d'une autre manière. Et on n'a pas son avis, en fait, même si on essaye de changer les choses, c'est compliqué. Donc, comment ne pas perdre espoir, en fait? Comment faire pour, d'un point de vue global, changer les choses? On va poser une autre question pour répondre aux deux. Hein? En l'espace d'une semaine, il y a eu 3 décisions qui ont été prises au niveau européen et français. Le plan Ecophyto abandonné. Au niveau européen, un vote en faveur de la déréglementation des OGM. Et troisième décision, plus ou moins foutre en l'air tout le projet qui s'appelait de la ferme à la fourchette. Moi, j'y vois quand même c'est pas une coïncidence. Il y a actuellement une offensive très organisée et très puissante de très grandes firmes pour contrôler, c'est ce que j'appelle le complexe agro-industriel et financier, parce que finalement on parle de l'agriculture, mais l'acteur principal, les acteurs principaux, c'est vous, les agriculteurs, dans vos champs, on est bien d'accord. Mais derrière, parmi les contraintes, les vraies contraintes, ce n'est pas les contraintes environnementales, c'est les contraintes de John Deere, de Bayer, de Syngenta, de Yara pour les engrais, après de Leclerc, etc. à la sortie. Aujourd'hui, les agriculteurs sont redevenus des métayers. Il y a un siècle, les agriculteurs luttaient contre le métayage. Aujourd'hui, ils sont redevenus les métayers de ces grands groupes et des coopératives françaises. Et ce que je regrette énormément, c'est dans le mouvement qu'il y a eu du monde agricole, c'est que j'ai l'impression qu'une partie de la colère justifiée, redevenir métayer, ça ne peut que justifier la colère, et qu'une partie de cette colère a été déviée vers justement les intérêts des nouveaux maîtres, en particulier en dénonçant les normes environnementales. Écoutez, Bayer, Syngenta et compagnie applaudissent dès demain, vous remercie d'avoir manifesté. Je vous laisse répondre à ça. Alors moi, je ne vais pas répondre à cette question, mais à la précédente. Qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, qu'est-ce que peuvent faire les consommateurs? À mon avis, ils peuvent faire beaucoup plus qu'ils ne le pensent. Si ils prennent au sérieux, justement, la question de leur alimentation et de leur santé, mais aussi derrière, s'ils prennent conscience, s'ils s'occupent de l'avenir de l'agriculture. Ils peuvent faire beaucoup plus qu'ils ne le pensent parce que finalement, tout à l'heure je disais qu'ils n'existaient pas, mais en même temps c'est vrai qu'ils sont maîtres du jeu, les consommateurs, puisque c'est eux qui normalement choisissent leurs aliments. Alors, contrairement à mon collègue, je dirais par exemple une première chose qu'ils pourraient ne pas faire. Et c'est vrai que c'est malheureusement une mauvaise habitude qu'ont pris les jeunes pour des raisons, à mon avis, qui sont éloignées de la simple question de la qualité alimentaire. C'est fuir comme la peste les McDo et autres boutiques de ce genre qui, pour moi, produisent une sous-alimentation. Une sous-alimentation qui est complètement déséquilibrée, qui est dangereuse pour leur santé. Peut-être que les poulets de KFC, ils sont français, mais à mon avis, ce ne sont pas des... Oui, peut-être même sûr. Oui. Mais par contre, à mon avis, c'est très sûrement des poulets élevés en batterie dans des hangars énormes, et il reste à savoir comment, derrière, on les nourrit. Donc déjà, il y a un choix. Où est-ce que je vais manger si je vais au restaurant? Et puis, deuxième choix,
Où est-ce que je m'approvisionne? Chacun est maître, même si effectivement l'organisation actuelle de la distribution fait que le plus simple, le plus paresseux, le plus rapide, c'est effectivement les grandes surfaces. C'est extrêmement facile, on y fait ses courses en 1h30, on y trouve tout, même ce qui n'est pas des aliments, on y trouve de tout, même des appareils ménagers, etc., etc. En peu de temps, et apparemment, je dis bien apparemment, c'est pas cher. Bon. Je crois que ce qui est important, l'acte concret que peut faire un consommateur, bien sûr il y a l'acte politique, il y a je vote, hein, mais auparavant, au quotidien, il y a l'acte concret du consommateur où je m'approvisionne. Hein, qu'est-ce que j'ai comme alternative à cette grande surface qui est impérialiste, on va dire, qu'elle est partout. Ici à Mont-de-Marsan-en-Ville, les grandes et les moyennes surfaces sont partout. Je voudrais aller jusqu'au bout simplement. Hein. Il y a des alternatives qui se construisent. Alors je ne vais pas faire ici la promotion des AMAP, c'est bon quoi. Hein. Mais il y a d'autres possibilités de s'approvisionner en dehors des grandes surfaces. Il y a des marchés, quand ce sont des marchés de producteurs, car aujourd'hui un certain nombre de marchés sont des marchés de revendeurs, c'est vrai. Il y a des magasins de producteurs, il y a des épiceries coopératives. Et pour terminer, essayer d'aller vite, je crois que ce qui serait important, c'est que les pouvoirs publics, les collectivités locales aident davantage toutes ces initiatives de consommateurs pour s'organiser et pour construire des circuits d'approvisionnement alternatifs. On demande effectivement à une municipalité, on demande à une communauté d'agglomération, à un département, de faire davantage la promotion de ces circuits alternatifs, de leur faire davantage de publicité, de les aider pratiquement. Quand une ville offre un local à une AMAP pour pouvoir exister, ben là elle fait un geste concret en faveur d'un approvisionnement alternatif et elle permet aussi du coup à des producteurs locaux, paysans, de vivre. Malheureusement, il y a trop peu de maires qui agissent dans ce sens, il y a trop peu de présidents d'agglomération qui agissent dans ce sens et qui aident ces circuits alternatifs à exister. Donc nous, c'est ça qu'on attend aussi des pouvoirs publics. Excuse-moi, parce qu'on va être obligé d'arrêter la réunion. Il faudrait qu'on arrête à 21h15. C'est pour ça que je vais me presser un petit peu. Je peux vous donner la parole pour dire un peu le mot de la fin. Et puis je pense que... Bon, je vais passer à... Oui, moi simplement... Alors j'ai pas fait la promotion de KFC, de McDo. Hein. Moi j'aime pas ça, c'est pas ma culture. Mais par contre, il y a un principe de réalité, il en ouvre partout. Et donc il faut en tenir compte. Et autant je partage l'avis de monsieur de choisir sa nourriture, choisir ses circuits, mais il faut tenir compte de la réalité des jeunes aujourd'hui, des jeunes générations qui y vont. Et bon, ben, à un moment, si ça existe, comment on fait pour s'en arranger de tout ça? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et ensuite, la question, on va pas, à tous les cas, on ne va pas les démonter. Voilà. Et ensuite, la question de madame, un peu sur et pourquoi on n'y arrive pas ensemble. Bon, mais j'ai pas de réponse toute faite, mais moi, à titre personnel, écoutez, moi je trouve de l'épanouissement et du sens à ma vie dans l'engagement collectif et je ne crois pas aux solutions toutes faites et je ne crois pas au grand soir et je crois que collectivement, dans le débat, dans l'échange, dans la confrontation, on est obligé de trouver un chemin qui est compliqué, mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Et moi, ce que je peux vous conseiller simplement, c'est vous-même aussi, mais pour donner du sens à votre vie, vous engager, faire des choses, s'engager avec d'autres, et voilà, c'est tout. Moi je crois à ça, et je crois à l'action, et à l'action collective qui peut changer le monde quand même. Alors, il y a plusieurs façons de le changer, mais je crois que c'est par l'engagement quand même. Moi je crois, d'abord je le redis, on ne peut pas continuer comme ça.
Moi, je crois au rôle de la puissance publique, à la politique de reprendre les choses en main. Si on parle d'agriculture, on a un modèle agricole dominant. Il est remis en cause par beaucoup, et à juste titre. On a parlé de santé environnementale, de santé humaine. Il y a d'autres, vous parliez de tous les paysans sont dans le déni, il y a d'autres paysans, il y a d'autres mouvements de paysans qui revendiquent une agriculture paysanne sur les territoires, et une agriculture respectueuse des équilibres. Moi, je défends avec force, c'est bien, il y en a aussi chez vous, je défends avec force le développement de l'agriculture biologique, de l'agroécologie globale, mais l'agriculture biologique, c'est le summum. Personne ne conteste les apports positifs de l'agriculture biologique. Par contre, on ne leur donne pas les moyens. Je l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas pris en compte les apports de l'agriculture biologique à la société. Alors, on a eu, je fais très vite, mais on a reçu le directeur adjoint de l'INRA, à la Commission des affaires économiques du Sénat, il y a moins d'1 an. Il est venu nous présenter une étude qui a été menée par l'INRA. Alors, l'INRA, ce n'est pas des révolutionnaires. Eh bien, c'est l'Institut national officiel français. Et cette étude démontrait que la France peut se nourrir de production agricole à l'échelle 2050. Ça vient de notre institut officiel. Moi, j'étais sidéré d'entendre ça. Je me dis, ah, quand même, on en est là, et la réflexion est en train d'avancer. Alors, il nous a expliqué, évidemment, il fallait au fil du temps changer les modes de consommation, à savoir 2 tiers de protéines végétales, 1 tiers de protéines animales, contrairement à ce qui est aujourd'hui, et un certain nombre de choses. Retour à la polyculture élevage sur les territoires, sortir des grandes monocultures, tous. Alors, cet organe officiel nous l'a donné comme élément de travail. Moyennant, parallèlement à ça, il y avait de la fourche à la fourchette européen. Nous, on trouvait ça extrêmement intéressant. Ça a été cassé par le gros syndicat, ou la fédération des syndicats, la COPA-COGECA à l'Europe, qui ont tout fait pour casser cette logique. Mais on peut ne pas être d'accord. Maintenant, là, ça allait véritablement dans le bon sens. Mais c'est encore, on a encore enrayé quelque chose qui était bien. Et un dernier mot qui nous a été dit aussi sur la question de la qualité de l'enseignement agricole. Si on veut de l'agriculture biologique qui se développe sur la France, il faut un enseignement qui soit complètement adapté. Sachant qu'au moins un jeune sur 3 qui fait de la formation agricole maintenant souhaite aller dans les filières biologiques. Autant de sujets qui sont intéressants. Et enfin, la recherche nationale. Alors l'INRA, l'Institut de recherche, il nous explique, après il y a la question des moyens. Notre budget à l'INRA pour la recherche est 4 fois moins élevé que celui de Bayer. Quand on a entendu ça. Et en plus, il y a pas mal de financements privés qui sur des projets, des programmes particuliers, quoi. Bon, moi je ne vais pas rajouter grand-chose, et si ce n'est que... moi je vois encore des jeunes quand même qui s'installent et qui n'ont pas envie d'aller alimenter KFC et compagnie. Parce que le risque qu'on ait un agroalimentaire qui décide de ce qu'on va manger, c'est que vous aurez beau, vous consommateurs, vouloir faire des choix différents, mais si on inonde des étals de produits industriels, c'est ça le risque quand même. Quand moi je vois partir tous les petits paysans, avec la chute du nombre d'exploitations que l'on voit, parce que bon, j'ai 60 ans, j'ai passé 25 ans à la Chambre d'agriculture des Landes, je suis quand même observateur des choses aussi. Voilà. Et je vois partir quand même ceux qui savent faire de la qualité du produit. Et ça, c'est terrible. Et aujourd'hui, j'ai vu des grandes mutations. Aujourd'hui, on fait très peu de maïs grain, on fait du maïs semence. Voilà, le maïs semence, parce que c'est l'économique qui nous amène là-dedans. Tout le monde est embarqué sur de l'économique.
Et l'année prochaine, le maïs semin, ça va se casser la figure. L'année prochaine, si le soja se vend un peu plus cher, ils vont tous partir sur du soja. On fonctionne comme ça aujourd'hui. C'est terrible, parce que vous perdez les socles. On parlait de la polyculture élevage, mais ce socle-là, il est perdu parce qu'on a mené les paysans sur ces systèmes-là. Bon, moi je parle de ma génération. Quand j'étais au lycée agricole, moi j'avais une idée à peu près arrêtée de rester chez moi sur une petite exploitation, de faire des productions à valeur ajoutée. Mais moi on m'a mené, je devais être en première ou en terminale, on m'a mené visiter des champs ronds en Haute-Lande, de centaines d'hectares, à l'époque, hein, donc ça commence à dater, et on me disait, ben voilà, vous voyez ça c'est le top. Voilà. Alors, moi je rentrais à la maison, je me disais, ouais, mais des champs ronds ici, comment je vais faire? Il n'y en a pas, j'avais pas envie d'en faire en plus. Bon. J'ai fait de l'agriculture pendant ces années-là, j'ai pas à en rougir, j'ai payé des impôts, j'ai élevé mes gosses, j'ai nourri ma famille, j'ai toujours eu des relations non conflictuelles avec des gens qui connaissaient rien à l'agriculture, et des fois qui me posaient des questions, parce que bon, on essaye d'avoir toujours, de remettre du bon sens sur les exploitations, et on n'est pas obligé de mordre systématiquement dans le système Indus. Voilà, il faut avoir quelques convictions, mais à condition de gagner sa croûte. C'est ça le problème. Bon, moi je suis parti à Muon en 2000, mon père il me regardait, il me dit voilà, mais ce truc-là, moi je le faisais, on avait les vaches, là, tout ça. Bon, quand on revenait à faire du désherbage mécanique, bon, mon père avait un regard, parce que lui, dans son cheminement, quand les désherbants sont arrivés, c'était de la modernité. Voilà. Et on est quand même porté par cet élan. Et le monde agricole, on a connu des périodes où on a crevé de faim, et puis on ne s'est jamais arrêté, quoi. On a continué, et puis, mais aujourd'hui, on est dans du n'importe quoi. Voilà. Et économiquement, on tue les exploitations. Donc il faut se reprendre, il faut refaire des projets à taille humaine. La coopération, c'est pareil. Bon, on n'a pas le temps, mais enfin, nous, on a initié quand même des projets d'huile. On a une huile hollandaise qui est très peu connue. Ça, c'est pas porté par Maïsadour, parce que c'est pas l'entité où vous allez faire ce genre de projet. Voilà, bon, Mugron, voilà, donc, pour les atours de sol, voilà. Donc ça émane de réflexions collectives, mais des collectifs à taille humaine, et où on ne délègue pas la matière grise à des gars qui sortent d'HEC, qui savent tout, des directeurs et tout ça. Ils font leur job, ils savent faire. Mais nous, s'il faut tenir ces orientations, voilà. Mais tout n'est pas perdu, il y a des jeunes qui en ont dans la tête et qui ont envie de faire des belles choses. Je vous remercie beaucoup, tous les quatre. Merci à vous tous d'être venus. C'est très intéressant et c'est bien aussi d'avoir un échange avec différentes façons de voir les choses. Et en même temps, on a tous en commun l'avenir de l'agriculture et notre alimentation. Merci à vous. Merci.